Dans le cadre de la simulation, il n'y a pas de simulation sans outils. Avant de commencer ce chapitre, je voudrais quand même préciser quelque chose qui est important, c'est que le choix des outils, il est fonction des compétences visées et des objectifs vraiment à atteindre. Un outil qui serait inadapté aux objectifs et qui serait inadapté par rapport aux apprenants peut vraiment être une source de contre-apprentissage. Et c'est la raison pour laquelle, quand on élabore une formation, il faut judicieusement choisir les outils qui vont nous permettre de faire atteindre les objectifs aux apprenants. Pour simuler, il est nécessaire d'avoir un environnement qui est adapté à la simulation. Alors, quel est cet environnement? Ça peut très bien être une salle de cours classique qui est quand même aménagée avec un lit, avec un brancard, avec un fauteuil, avec des tables, en fonction de quelle est la pratique qu'on va pouvoir utiliser. On aura l'occasion d'en reparler lors de la simulation procédurale. Il peut y avoir aussi des salles de simulation. Ce sont des salles qui reproduisent un environnement professionnel le plus proche de la réalité. En règle générale, on parle d'environnement authentique. Ce sont des salles de simulation qui sont aménagées de façon définitive, qui peuvent être aménagées avec des kakémonos et qui reproduisent un environnement professionnel. Ce sont des salles que l'on retrouve en règle générale dans les centres de simulation et qui peuvent être aussi déplacés parfois dans certains centres. Il existe aussi un environnement qui est réel. Cet environnement réel, on va le retrouver dans les établissements de santé, au sein même des services. Ça peut être une chambre, un bloc opératoire, une salle de consultation. En règle générale, ils sont réservés pour la formation. On parle alors de simulation in situ. Il existe aussi, et vous le savez bien, des simulateurs. Shinyara a proposé une classification de ces différents simulateurs. Il existe des simulateurs organiques dans lesquels on retrouve les animaux, les humains, et des simulateurs non organiques qui sont plutôt synthétiques ou électroniques. Commençons déjà par les simulateurs non organiques. Dans les simulateurs non organiques, on retrouve des simulateurs haute technologie. Alors, pourquoi haute technologie? Tout simplement parce que sous des aspects de mannequins en plastique, ils regorgent de techniques de micropuces. Ils sont susceptibles de reproduire les réactions humaines. Ils ont des pupilles qui se dilatent, ils transpirent, ils pleurent, ils parlent et ils réagissent pour certains aux médicaments injectés par les soignants. Ils sont aussi de tout âge. On peut avoir des nourrissons, des enfants, des adultes. Ils ont maintenant plusieurs couleurs possibles de peau. Et puis, certains d'entre eux, qui sont des femmes, sont susceptibles de reproduire des accouchements sans qu'il y ait la participation humaine directe dans la salle. On retrouve aussi des simulateurs 3D haptiques qui permettent aux spécialistes de s'entraîner avec un retour de force adapté. On peut aussi avoir des simulateurs d'échographie qui permettent de faire des échographies cardiaques, mais aussi pulmonaires, fétales. Vraiment, la liste serait trop longue, mais sachez que quand vous viendrez nous voir, vous aurez l'occasion d'en découvrir une grande quantité. Je ne peux pas quitter ce chapitre des simulateurs sans parler des outils et des simulateurs basse technologie, donc sans interface électronique. On retrouve des mannequins corps entiers et on retrouve aussi des mannequins parcellaires. Ces mannequins parcellaires sont une reproduction d'une partie du corps qui permettent aux étudiants effectivement de s'entraîner à poser des voies veineuses périphériques, à réaliser des ponctions lombaires, à faire des touchés rectaux ou des touchés vaginaux et par exemple aussi s'entraîner pour intuber un patient, c'est-à-dire mettre un tuyau dans la trachée pour permettre au patient de respirer. Ces outils basse technologie sont très utilisés aussi en simulation et vous aurez l'occasion de le voir à plusieurs reprises dans les chapitres qui vont suivre. Allons voir maintenant du côté des simulateurs organiques dans lesquels on va retrouver effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, les animaux et les êtres humains.
Concernant les simulateurs organiques, on utilise aujourd'hui des animaux qui peuvent être entiers ou qui peuvent être, comme les mannequins, parcellaires. Je vous donne ici par exemple des simulations qui sont réalisées sur les estomacs de cochons et puis par exemple toujours le même animal décidément, mais il y a beaucoup de similitudes entre le cochon et l'homme. Les étudiants réalisent là par exemple des sutures sur des pieds de cochon. Donc l'animal est encore utilisé dans le cadre de la simulation. Dans le cadre de simulateurs organiques, le cadavre aussi peut être utilisé. L'équipe de Poitiers a développé un corps SimLife qui permet effectivement pas mal d'actions au niveau de ce patient. Il est relié à plusieurs machines qui permettent d'avoir une circulation comme dans un vrai corps, et donc cela permet aux étudiants chirurgiens en tout cas de pouvoir s'entraîner avec une réalité qui est très très proche d'un vrai patient. Pour finir avec les simulateurs organiques de type humain, on finira avec le patient simulé qui, comme vous le voyez, a été développé en 1963 de façon un peu professionnelle par un neurologue américain qui a introduit ces patients simulés pour la formation de ses internes sur les pathologies neurologiques. Et donc, ces patients simulés sont des personnes qui sont formées, qui sont entraînées, qui peuvent ainsi simuler l'histoire d'un patient, non seulement son histoire, mais aussi ses caractéristiques physiques, anamnésiques et aussi émotives. Il vient consulter avec une problématique de santé qui a été définie au préalable par les enseignants et qui permettent donc, vous imaginez bien, de faciliter l'apprentissage des étudiants. La préparation de ce patient simulé est longue et minutieuse pour l'enseignant et le groupe d'enseignants qui crée ce personnage, puisqu'il s'agit là de créer de toutes pièces ce patient qui sera à même de répondre aux sollicitations des apprenants. Il faut donc, en dehors de sa pathologie, ses antécédents, l'histoire de sa maladie et les symptômes qu'il présente, lui créer aussi son look, lui développer ses caractéristiques psychosociales, ses habitudes de vie, est-ce qu'il fait du sport, insister si c'est important sur son état émotionnel. En gros, créer un patient qui a un état de base physique et psychique et qui est capable d'évoluer dans le temps au moment de la prise en charge du soignant ou de l'équipe soignante. Le travail est aussi rigoureux pour le patient simulé qui est à l'origine un patient qui est sain. En tout cas, il doit être là pour raconter une histoire de santé qui ne lui appartient pas, mais il doit aussi être en capacité de mémoriser des consignes cliniques, reproduire des symptômes d'une atteinte, décrire des manifestations et les répercussions de sa maladie, et enfin s'exprimer verbalement et non verbalement vis-à-vis des soignants qui vont le prendre en charge. Alors, vous venez de le voir, on a vu des simulateurs organiques, on a vu des simulateurs non organiques. Et bien parfois, ces simulateurs s'associent et on parle alors de simulation hybride. La plus fréquente en santé, c'est l'association d'un patient simulé et d'un mannequin parcellaire dont on a parlé tout à l'heure, ou alors d'un patient simulé et d'un simulateur multiparamétrique que vous avez vu aussi tout à l'heure dans la vidéo. Ce que je vous propose là, c'est de regarder quelle est la différence entre finalement une simulation avec un simulateur non organique haute technologie et puis une simulation hybride. Je vous laisse regarder et puis on en rediscutera et vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour Madame Durand, je suis Laurence, étudiante infirmière en 3e année. Vous avez sonné. Je suis accompagnée de Bonjour, ma madame. formatrice, Madame Puech, qui vient m'encadrer. Je vais vous soulager rapidement, hein, d'accord? Je suis juste là pour la suivre dans la journée. Je vais mettre un masque. Attends. Je vais vous soulager. Je vous protège et je suis à vous. Vous pouvez me tenir la main. Je vais mettre en route la machine, elle va faire un petit peu de bruit, mais ne vous inquiétez pas. Hein. Pendant qu'elle aspire. Vous avez peur? Vous avez peur du geste? Vous avez peur que je vous fasse mal? Ça va les mains dures. Allez, je la mets en route, ça va faire un peu de bruit, mais ne vous inquiétez pas. Une gêne.
va mieux? Bonjour Madame Durand, je suis Laurence, élève infirmière en 3e année et je suis accompagnée de ma formatrice Madame Puech pour venir m'encadrer au niveau de mon geste. Donc j'ai une de mes collègues qui m'a signalé que vous aviez besoin d'être broncho-aspirée, donc je vais vous soulager rapidement. Allez, je vais introduire la sonde. Voilà, je sais que c'est désagréable, ça vous fait tousser. Agréable. Vous allez vous sentir mieux après. Voilà, ça va mieux? Vous voyez, c'est pas si facile de choisir parce que le choix, il est vraiment corrélé aux compétences qu'on veut développer et qui sont visées par la simulation. Est-ce qu'on veut développer des compétences techniques qui concernent plus une geste, une procédure, ou est-ce qu'on veut développer des compétences non techniques, la relation qui existe entre le soignant, le malade, l'entourage et les autres soignants? Est-ce qu'on veut tester le travail collaboratif par rapport à une situation quotidienne ou par rapport à une situation d'exception? Qu'est-ce qu'on veut tester vraiment? Est-ce qu'on veut quelque chose qui est plus global, qui est à la fois technique et non technique, comme l'attitude, la communication verbale, non verbale? Vraiment, les outils qu'on va mettre en place pour les simulations vont permettre de potentialiser vraiment ce qu'on veut développer chez les apprenants.